Nous sommes à Quéré, près d'Angers, dans les Pays de la Loire, le plus grand bassin laitier français. Le lait que vous buvez vient de fermes comme celle-ci. 70 vaches, la taille moyenne des exploitations en France. Allez! Un troupeau, de l'herbe. Ici, rien ne semble avoir bougé depuis des siècles. Mais détrompez-vous, vous allez voir que cette ferme est devenue une usine à produire du lait, comme la plupart des élevages français. Aux commandes, Luc et Florent Merlet, deux frères qui ont repris l'exploitation de leur père. Et chaque jour, ils ont la même inquiétude, contrôler le niveau de leur production. Attends, on va regarder combien qu'il y a. Là, il est à 3900. Ah bah oui, 4000 litres de lait. C'est la production de combien de temps, ça? De 3 jours. 4000 litres en 3 jours, environ 1300 litres au quotidien. Voilà ce qu'ils doivent produire pour être rentables. Et ça, tous les jours de l'année. Voilà. Sauf qu'à première vue, c'est totalement impossible. Pour une raison simple, une vache n'est pas naturellement programmée pour produire du lait en continu. Comme chez les humains, les vaches ne produisent du lait qu'après avoir donné la vie. Luc a donc un impératif a priori impossible à réaliser pour produire du lait toute l'année. Que ces vaches enchaînent grossesse sur grossesse. Il a donc dû forcer la nature. Une fois par an, chacune de ces 70 Montbéliardes est en chaleur. Ah, si c'était le taureau, ça serait fait. Mais ici, aucun taureau à l'horizon. Et pour cause, Luc et Florent ont trouvé une solution beaucoup plus efficace. Lorsqu'ils cherchent un futur papa pour leur vache, comme aujourd'hui, ils le choisissent désormais sur ce catalogue, celui d'une société qui leur vend une solution miracle. Là, il y a le nom des taureaux, et après, on choisit parmi ces taureaux-là. Cette société ne vend pas des taureaux, mais leurs semences. Dans la plupart des élevages aujourd'hui, les vaches sont inséminées. Et toutes les lignées ne se valent pas. Chaque semence est notée selon des dizaines de critères. Vitesse de traite, fertilité, longévité et même le tempérament. Il y a des animaux comme dans les humains qui sont plus têtus que d'autres. Les éleveurs s'intéressent d'abord à la quantité de lait que produiront les futurs veaux. Bon, au niveau lait, ça reste encore à peu près correct. Et pour que leur usine à lait tourne encore mieux, ils peuvent aussi corriger les défauts du troupeau. Aujourd'hui, justement, l'une des vaches en chaleur a des pieds trop courts. Elle est difficile à traire. Heureusement, sur cette liste, il y a un champion de la mamelle. Gonesse. Au niveau de la mamelle, il y a une bonne santé. Mais après, c'est la longueur, la forme, la grosseur. Gonesse est le mieux noté sur la forme de la mamelle. Sa candidature est retenue. Et quelques heures plus tard, il y a un grand événement à la ferme. Bonjour, ça va bien? Les deux frères ont un rendez-vous on ne peut plus important, la visite de Sylvain Garnier. Il travaille pour la fameuse société qui fournit le catalogue, et s'il est là, c'est pour une opération particulièrement délicate. Sylvain, c'est une sorte de super gynécologue pour les animaux. Toute l'année, il passe de ferme en ferme, avec dans sa camionnette les semences de tous ses champions. Sa mission, remplacer le taureau. Donc je chauffe un peu, en fait, c'est pour éviter le choc thermique. La suite se fait au pas de course. Sylvain doit opérer dans les 5 minutes pour que la semence de Gonesse ait toutes ses chances. Donc là, normalement, dans 9 mois... Dans 9 mois, il y aura un vélage. Il y a un village. Ouais. Luc et Florent dépensent 45 € par insémination. Mais ils sont sûrs que dans 9 mois, ces vaches mettront bas et commenceront à produire du lait. Lorsque les petits veaux viennent au monde, nos deux fermiers ne les laissent que 24 heures avec leur mère. Ensuite, ils les nourrissent à la tétine pendant quelques jours. Mais très vite, ils modifient leur alimentation. Et le lait des vaches, c'est nous qui le consommons. Ici, elles passent à la traite 2 fois par jour, matin et soir. Il faut que je mette en route. Elles produisent en moyenne 19 litres par jour. Et pour que ces machines à lait ne s'arrêtent jamais, les éleveurs les réinséminent juste après la naissance de chaque veau. Avec cette méthode, la production de lait a explosé en France. En 1950, une vache produisait 2500 litres de lait par an. C'est 7500 aujourd'hui, 3 fois plus. Nous partons à 800 km de là, au sud de l'Allemagne, en Bavière. Au pied de la chaîne des Alpes,
nous allons découvrir un modèle de ferme qui n'a plus rien à voir avec les exploitations françaises de 60 vaches. Ici, il y en a plus de 1000 sur 560 hectares. Une ferme géante, la seule du pays qui ait accepté de nous ouvrir ses portes. Les autres nous ont dit craindre les représailles des défenseurs des animaux. Tu m'as bien dit qu'on avait rendez-vous demain avec le mécanicien. Oui, c'est ça, il vient demain. Aux commandes de cette énorme entreprise, 2 frères là encore, Michael et Martine. Leur famille est installée ici depuis 52 ans. Hommes d'affaires plus que fermiers, ils ont une obsession, l'efficacité. En suivant Michael, nous allons comprendre les méthodes qui permettent de produire du lait beaucoup moins cher. Tous les matins, j'utilise cette machine pour aller chercher le maïs et nourrir les vaches. Pour faire baisser le prix du litre, il faut d'abord produire plus. La plupart de ces vaches sont des Primolstein, surnommées les Formule 1 du lait. Elles donnent en moyenne 9000 litres par an, 20% de plus que les Montbéliardes de nos producteurs français, Luc et Florent. Michael et son frère cherchent aussi à baisser les charges en limitant leurs besoins en main-d'œuvre. Voilà pourquoi ces 1000 vaches vivent à l'intérieur toute l'année et n'ont pas accès aux prairies. Les sortir et les rentrer nécessiterait beaucoup d'employés. Une gigantesque usine à lait, mais à entendre Michael, ce ne serait rien d'autre qu'un paradis pour les vaches. C'est beaucoup mieux pour les vaches d'être ici à l'intérieur. L'hiver, quand il fait froid, elles ont un toit sur la tête. Et l'été, quand il fait trop chaud ici, elles sont au frais. Mieux pour les vaches et surtout plus pratique pour Michael. En restant à l'intérieur, les animaux restent aussi à proximité de la salle de traite. Et pour cette étape aussi, les besoins en main-d'œuvre ont été comprimés grâce à un outil impressionnant. Robert, là-bas, il y a un treillon qui n'est pas branché. Oui, je sais, je vais le faire. Une salle de traite rotative, un immense manège capable de traire 36 vaches en même temps. Environ 400 000 € d'investissement, mais 3 ouvriers suffisent pour traire tout le troupeau 2 fois par jour. Des ouvriers polonais payés 8,50 € de l'heure, 1 € de moins que le SMIC en France. À l'entrée du manège, ils nettoient les pies, puis équipent la vache de treillons. Le tour dure 10 minutes. À la fin, lorsque les mamelles sont vides, les treillons tombent tout seuls, faute de pression. Les ouvriers aspergent les mamelles d'antiseptiques et la vache retourne à l'étable. Pour gérer les cas particuliers sans perdre de temps, le système est informatisé. À l'entrée, un capteur reconnaît chaque vache grâce au collier qu'elle porte autour du cou. Un ordinateur garde ces informations en mémoire. Ce voyant rouge nous indique que la vache a un problème. Elle ne produit pas assez de lait. Avec cette machine, on peut l'enregistrer et régler ce problème plus tard. Elle nous signale aussi lorsque la vache est soignée aux antibiotiques et lorsqu'il ne faut pas mettre son lait dans la cuve. Un système efficace. Près de 25 000 litres sortent chaque jour de cette ferme. Avec un coût de production beaucoup plus bas que chez nos producteurs français. Chez Luc et Florent, par exemple, 1 litre de lait coûte 35 centimes à produire. En ce moment, ça nous coûte autour de 25 centimes de produire 1 litre de lait. Ça dépend du coût des engrais ou des compléments alimentaires. Et on le revend 31 centimes. Le cours a un peu baissé dernièrement. Produire 1 litre de lait coûte à Michael 10 centimes de moins. Et il le revend 31 centimes au lieu de 37 en France. Voilà pourquoi le lait allemand est très tentant pour les industriels français. Et vous allez voir que Michael et sa famille ont un secret pour gagner beaucoup d'argent, même en vendant leur lait moins cher qu'en France. Ils exploitent une autre production de leurs vaches, beaucoup plus inattendue. L'autre activité de Michael, encore plus lucrative, est située juste derrière la ferme. D'immenses bassins de grands chapiteaux
On appelle cette installation un méthaniseur et il transforme les bouses de vache en or. Voilà comment ça marche. Dans chaque bâtiment, le sol est percé, les bouses tombent dans ses fentes et sous le sol, un canal les emporte. Sous le sol, il y a des canaux alimentés en eau. Cette eau transporte les bouses de vache et les rassemble dans une fosse sous le sol. Ensuite, des pompes les envoient vers les méthaniseurs. Pour comprendre la suite, il faut descendre en sous-sol. Ces tonnes de déjection finissent dans d'immenses cuves. Par des hublots, on peut voir ce qui s'y passe. La matière organique se dégrade en l'absence d'oxygène et forme un biogaz, essentiellement composé de méthane. C'est comme la digestion dans le ventre d'une vache. Ce biogaz est ensuite stocké à l'extérieur dans d'énormes ballons sous ces bâches vertes. Il alimente ces moteurs à gaz qui transforment ce méthane en électricité. Et cette électricité, Michael peut la vendre aux grands fournisseurs d'énergie allemands. Là, le moteur produit environ 280 kW par heure. En une seule journée, ce moteur produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'un foyer français. Voilà pourquoi la méthanisation rapporte une fortune. On a 3 moteurs comme celui-ci. En tout, ils produisent 900 kW par heure et chaque kilowatt nous est payé 20 centimes d'euros. Nous avons fait le calcul. La méthanisation lui rapporte 1,5 million d'euros chaque année. Le plus incroyable, c'est que Michael n'a presque rien à faire. Un rapide contrôle par jour et peu de frais de fonctionnement. Le coût de l'installation, 1,5 million d'euros, a été amorti en 2 ans. Aujourd'hui, selon notre estimation, cette ferme dégage plus de bénéfices sur l'électricité que sur le lait. Des fermes géantes, il y en aurait environ 200 en Allemagne. C'est d'ailleurs dans ce pays qu'au tout début de son projet, Michel Ramery avait organisé un voyage avec des élus français pour les convaincre de l'autoriser à ouvrir sa ferme des 1000 vaches. Alors pourquoi chez nous, ce modèle d'un nouveau genre fait-il aussi peur? Quelles sont les conséquences sanitaires de ce système sur le bétail? Et a-t-il un impact sur la qualité du lait que nous buvons? En France, pour trouver une spécialiste des vaches et du lait, il faut aller à Nantes, à Oniris, l'école nationale vétérinaire. Pourquoi on faisait des examens complémentaires? Est-ce qu'on avait des attentes? Nous y avons rencontré Nathalie Bareil, enseignante et chercheur. Toute l'année, elle et ses élèves visitent des fermes laitières et donnent des conseils aux éleveurs pour améliorer leur installation. Les résultats ne sont pas mauvais. En fait, par rapport à la question qu'on se posait, c'est bien. Oui, mais... Entre deux cours, nous lui avons montré les images de cette ferme géante en Allemagne. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre. Elle est sale jusque sur les épaules. Je sais pas comment elles arrivent à se salir jusqu'à sur le dos. Parce qu'elles s'allongent dans des trucs qui sont jamais nettoyés. Pour avoir tourné beaucoup en élevage, j'ai rarement vu ça. Le fait que les vaches soient sales, c'est clairement parce qu'en fait sur les logettes, il y a un peu de litière. Les logettes, ce sont ces petits box où les vaches s'allongent. Pour les garder propres, les éleveurs mettent en général de la paille ou de la sciure de bois qu'ils renouvellent chaque jour. Nathalie Bareil croit savoir pourquoi ici, il n'y en a pas. Avec son méthaniseur, peut-être qu'il ne peut pas en mettre. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on met quelque chose en fait, sur les logettes, on va le retrouver obligatoirement dans les déjections derrière, dans les fosses. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de paille dedans, parce qu'autrement, ça va boucher tout, ça ne va pas marcher. Le méthaniseur, si rentable, serait donc incompatible avec la paille. Le problème, c'est qu'en se couchant dans une litière sale, les vaches peuvent attraper des infections de la mamelle. Infections qu'elles se transmettent ensuite par les trayons dans la salle de traite. Voilà pourquoi les éleveurs utilisent des antibiotiques, comme ces seringues que nous avons vues sur place et qui injectent le médicament directement dans l'épi. Autre problème sanitaire de cette ferme géante, certaines vaches semblent souffrir de boiterie à force de marcher sur du béton toute l'année. Des douleurs aux pattes si aiguës qu'elles déforment leur silhouette.
C'est parce que la vache a des lésions sous le pied qu'elle va se mettre en fait, à avoir le dos rond, à boiter. Pour essayer de se soulager, en fait, elle se met dans cette position-là. Mais quand elles sont comme ça, avec un dos rond à l'arrêt, c'est qu'elles ont très mal et que c'est pas d'hier, quoi. Et pourquoi elle ne serait pas soignée alors? Parce qu'il y a plein de vaches à soigner et qu'en fait, on se retrouve un peu débordé. C'est du temps de travail, quoi. Tout ça, c'est du temps de soin. Boiterie, infection de la mamelle, antibiotiques. Ici, les vaches semblent pâtir de ce système. Pourtant, selon Nathalie Bareil, cette ferme géante pourrait tout à fait leur convenir. Contrairement aux idées reçues, selon elle, ces animaux ne souffrent pas d'être enfermés toute l'année. Il leur faudrait seulement plus de soins, mais ça signifie plus de main-d'œuvre et plus de dépenses. Petite ou grande ferme pour la vache, ça ne ferait donc pas de différence. Près de Clermont-Ferrand, sur le plateau du Cantal, Bruno Martin mène l'enquête. Il est chercheur à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et il s'est posé cette question. Que la vache mange du maïs ou son herbe traditionnelle, quelle différence cela fait-il sur son lait? Au laboratoire de l'INRA, Bruno et ses collègues s'intéressent à leur matière grasse. Ils l'isolent grâce à cette centrifugeuse et analysent les acides gras qui la composent. Certains sont bons pour la santé, d'autres beaucoup moins, comme l'acide palmitique, mauvais pour le cœur. Ces courbes indiquent la quantité de cet acide dans les deux échantillons. La courbe bleue, pour le lait produit avec du maïs, la courbe rouge, pour celui produit avec de l'herbe. Le résultat est net, le maïs, c'est plus d'acide palmitique. Cet acide palmitique, il est impliqué dans l'apparition de maladies cardiovasculaires quand il est consommé en excès. Mauvais point pour le maïs, et c'est pareil pour un autre acide gras, lui aussi mauvais pour la santé, les oméga 6. Là encore, la courbe bleue s'envole. S'ils sont consommés en excès, ils peuvent avoir un rôle dans l'apparition de l'obésité. Obésité, problème cardiovasculaire. Le maïs, c'est donc plus de mauvais acides gras, et lorsqu'ils sont bons, c'est l'inverse. Voici les courbes des oméga 3. Cette fois, c'est l'herbe qui passe en tête. Si on consomme beaucoup d'oméga 3, ça permet de diminuer l'apparition des maladies cardiovasculaires. La conclusion, c'est qu'il faut que les vaches mangent de l'herbe, quoi. On peut vraiment conclure ça, oui.